Comme parfois j'allais faire du sport chez mon pote Nao, et comme souvent j'étais en train de soulever de la fonte, pendant qu'il me parlait d'où en étaient ses projets. Et là il me dit, je suis en train de chercher un cofondateur, mais c'est pas simple de trouver. Et là j'ai tiqué. On m'a demandé tellement de fois des conseils sur comment trouver un cofondateur, je vais faire une vidéo pour raconter une bonne fois pour toutes comment moi j'ai fait. J'ai donc pris mon meilleur trépied pour t'expliquer tout ça. J'ai fait intervenir de prestigieux invités dans cette vidéo, d'ailleurs t'as les timecodes dans la description pour passer si certaines parties t'intéressent plus que d'autres, donc assieds-toi confortablement et kiffe. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Sans toi, comme à la maison, on a besoin de toi. Les abonnés à cette chaîne sont des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont un impact positif at scale sur le monde. Si tu te reconnais que ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok, t'as envie de monter une startup. C'est chouette. Mais tu n'as pas d'idée et tu cherches à rencontrer quelqu'un pour la lancer. Ou alors, tu as une idée, mais tu cherches à rencontrer quelqu'un pour t'aider à l'exécuter. Autour de toi, tu as des gens compétents, mais qui n'ont pas spécialement envie de mettre entre parenthèses leur carrière pour tenter l'aventure entrepreneuriale. Ou alors, tu as des gens qui ont envie de lancer une startup, mais qui n'ont pas spécialement de compétences qui rentrent en synergie avec les tiennes. En tout cas, tu as besoin de rencontrer un cofondateur et tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. J'étais moi-même dans cette situation avant de rencontrer mon associé Dimitri et de lancer Spiron. Aujourd'hui, on a levé plus de 2 millions d'euros et on est 9 à travailler à essayer de faire exister cette nouvelle génération de machines IRM qui seront petites, légères et pas du tout chères. Et rien de tout ça n'aurait été possible sans Entrepreneur First. C'est donc de ça dont je vais te parler, car si c'est la première fois que tu montes une boîte, je pense que c'est véritablement la meilleure option sur le marché. Ce serait donc bête de ne pas en profiter. Alors, qu'est-ce qu'Entrepreneur First? Entrepreneur First, qu'on appelle aussi IF, c'est un modèle hybride entre un accélérateur et un fonds d'investissement. Ça veut dire qu'ils font les deux à la fois. Mais en fait, ils le font encore plus amont que les autres accélérateurs et fonds d'investissement, puisqu'ils investissent en ce qu'ils appellent les talents, avant même d'investir dans les idées. En fait, le principe, c'est qu'ils ont plusieurs antennes dans le monde, dont Paris en France, dans lesquelles ils forment 2 fois par an, en avril et en septembre, ce qu'ils appellent une cohorte, c'est-à-dire une promotion, une cinquantaine de personnes avec des edges différents. Alors le concept d'edge, il a été popularisé par Entrepreneur First, justement. C'est un peu ton avantage différenciateur par rapport au commun des mortels. Ça peut être une compétence technique très pointue si tu as fait une thèse, par exemple, ou alors une grande expertise dans un domaine, dans une industrie. Ou bien, ça peut également être une aise extrême à parler en public, parce que galvaniser l'énergie, ça peut vraiment faire de toi un très bon CEO. Pour ce qui est du principe spécifique du programme, je vais laisser Coralie Chauffour, la General Manager du programme à Paris, t'en parler. IF, c'est simplement la meilleure plateforme au monde pour trouver son cofondateur ou sa cofondatrice et lever des fonds auprès des meilleurs investisseurs du monde, potentiellement en un temps record. Comment ça marche très concrètement? On accueille une 60aine de jeunes talents qui sont ambitieux, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas de cofondateur, qui n'ont pas de projet et généralement qui arrivent sans idée. Pendant la première partie du programme, qui dure 3 mois à Station F à Paris, ces talents vont itérer pour former différentes équipes de 2 cofondateurs, un CEO, un CTO. Ils vont être payés pendant la durée du programme, une bourse de 2 000 € par mois pendant les 3 premiers mois. Et après ces 3 mois, ils auront l'opportunité de pitcher leur projet à notre comité d'investissement pour recevoir éventuellement un financement d'IF. Notre proposition de valeur, c'est la sélection des meilleurs profils CEO ou CTO. C'est l'émulation qui va se dégager d'un environnement qui est très compétitif, où chaque équipe itère et progresse extrêmement rapidement. Perso, j'ai été membre de la 4e cohorte parisienne entre avril et septembre 2020. C'était un peu particulier, je sais pas si tu te souviens, mais c'était une période assez inédite. Nous sommes en guerre. On était en plein confinement, j'ai donc fait l'essentiel, sinon tout le programme en distanciel. Mais bien évidemment, ça ne m'a pas empêché de lancer une boîte extrêmement ambitieuse avec le meilleur des cofondateurs. Puisque c'est la thématique de la vidéo, comment est-ce qu'on le trouve, ce cofondateur justement? Pour moi, l'immense valeur ajoutée d'Entrepreneur First, parmi tout ce qu'a pu dire Coralie, c'est vraiment la sélection qu'ils opèrent pour constituer cette fameuse cohorte. Tous les gens qui sont autour de toi, quand tu fais partie d'une cohorte d'Entrepreneur First, sont intelligents, compétents, ambitieux et prêts à entreprendre maintenant. Et c'est cette concordance structurelle, mais également contextuelle, qui est super puissante. Il y a globalement 2 grandes approches pour trouver un cofondateur. Chercher à rencontrer un humain avant tout, ou bien chercher une compétence spécifique, si tu as une idée très précise du projet que tu veux faire. Moi, j'étais en plein dans le 1. J'avais quelques petites idées de projet, mais rien de très sérieux. J'avais une vague idée des grandes thématiques qui m'intéressaient, donc dans mon cas, c'était le climat et la santé, mais je n'avais aucune idée arrêtée. Je savais que ce que je venais chercher, c'était un cofondateur. Quelqu'un avec qui j'allais lancer une boîte à impact hyper ambitieuse, mais sans grands a priori sur le domaine. Et j'ai eu la chance de tomber sur Dimitri. Je m'appelle Dimitri Labat, je suis physicien. J'ai fait une thèse en physique théorique, j'étudie des matériaux qu'on appelle les supraconducteurs. J'ai pas continué en postdoc comme font beaucoup de jeunes chercheurs. J'avais envie de quitter le milieu académique et je suis parti dans l'enseignement. J'avais passé le concours de l'agrégation de physique avant. Pas resté très longtemps là-bas, j'ai été enseignant quelques mois. Les sujets vraiment techniques me manquaient. J'ai décidé de partir dans la finance. J'ai fait ça pendant 1 an. Le sujet est très intéressant, j'ai appris plein de choses, mais l'environnement de grosses structures, administration, etc., c'était pas forcément fait pour moi. Bon, je savais pas trop quoi faire, pour être sincère, mais j'avais quand même ce sentiment que j'avais envie de tout décider dans mon environnement de travail. Partir de zéro, décider tout de A à Z, etc. Assez naturellement, avec ces réflexions, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je tente une aventure entrepreneuriale. C'est à partir de là que j'ai contacté moi-même Entrepreneur First
que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la startup. Pour trouver un cofondateur, quand je suis arrivé à Entrepreneur First, j'avais aucune idée de quel type de personne je cherchais. J'imaginais assez vaguement que comme moi je suis un profil plutôt technique, il fallait que j'aille chercher quelqu'un qui a un profil plus business. La conviction que j'avais quand même, c'est que avant tout, le plus important, c'est de trouver quelqu'un avec qui on s'entende bien humainement, parce qu'il faut quand même pas oublier que fonder une boîte ensemble, c'est un peu comme faire un enfant ensemble. Ça implique un travail commun, de longue haleine, quotidiennement, des moments de doute, il faut se soutenir, il faut bien s'entendre, il faut savoir rigoler ensemble, il faut être aligné sur plein de choses. Évidemment, il faut être aligné sur ce qu'on veut pour la boîte et pour le côté très professionnel. En fait, il faut être aligné sur pas mal de valeurs dans la vie en général. Maintenant que tu as une bonne idée d'à quoi consiste Entrepreneur First et de comment est-ce qu'on trouve un cofondateur, je vais te faire part de mes commentaires génériques sur le programme. Bon, déjà, évidemment, et c'est bien tout le titre de la vidéo, le but d'Entrepreneur First, c'est de trouver un cofondateur. Mais dans tous les cas, même si ça ne fonctionne pas, avoir fait Entrepreneur First est super enrichissant. Ça t'aura fait rencontrer une tonne de personnes motivées, intelligentes, ambitieuses, et rien que ça déjà. Aussi, le fait d'être dans ce genre de contexte où on démarre tous en même temps une startup, c'est super stimulant. Tout le monde est très fort et Entrepreneur First pousse à créer des projets tech, voire très tech, ce qui augmente en fait les standards de tout le monde. Ça, conjugué à la structure du programme qui impose une certaine discipline et d'aller très vite, va accélérer considérablement l'obtention des premières étapes dans une startup. Pas de bullshit ici. En 2 mois, on veut que tu aies une très bonne idée de business, une très bonne compréhension du marché, une très bonne idée de à qui tu vas le vendre et comment, une bonne idée des risques et de comment les mitiger, des preuves de traction commerciale et des preuves de faisabilité technique. C'est un excellent exercice auquel se plier dans tous les cas. Pour autant, si jamais tu as déjà une certaine expérience, que tu as déjà monté une boîte par exemple, eh ben tu risques de te sentir un petit peu à l'étroit par leur méthodologie un peu stricte, les rapports, les comptes rendus que tu dois faire toutes les semaines. Bref, ça n'est pas parfait pour tout le monde évidemment. Ok, donc maintenant t'es passé par le programme. T'as trouvé un super cofondateur, t'es plié à l'exercice et t'as un projet qui est extrêmement solide et de bonnes réponses à toutes les questions qu'on pourrait te poser. Donc au bout du 3e mois, de la 12e semaine, tu passes devant le comité d'investissement. C'est un groupe de 3-4 partenaires de la branche fonds d'investissement d'Entrepreneur First à qui tu vas pitcher ton projet, puis qui vont te cuisiner, essayer de sentir un petit peu la solidité, le sérieux de ton projet, de ton équipe, pour se faire une bonne idée de si oui ou non c'est une bonne opportunité d'investissement ou pas. Si c'est le cas, à l'issue de cet entretien, ils vont investir 100 000 $ à une valorisation d'1 million dans ta boîte. Alors une bonne question c'est, pour investir, qu'est-ce qui les intéresse ? Qu'est-ce qu'ils regardent? Je me fous pas de toi, j'ai le fondateur et CEO d'Entrepreneur First, Matt Clifford, pour te répondre à ces questions. Because at Entrepreneur First, we're a talent investor, even when we're choosing to invest in a company, the number one thing we're looking at is what is the quality of this team? Who are the founders? Why are they doing this? Why are they plausibly the best people in the world to do this? What's their edge here? And when I get really excited is when I see this company is the natural culmination of the founder's life work. They really feel like they're exactly the right people to be building this company right now. When you hear that sort of story, that's what really gets us excited. When I look at a company, a lot of the things that I think a conventional investor would worry about, we don't worry about. You know, one thing that we've learned at Entrepreneur First is things are so early, they're going to change so much. Worrying about things like, but what will the gross margins on this be? Or, you know, what will be the level of customer concentration? All these things are legitimate questions later on. We've had to train ourselves not to worry about that. They usually do look bad on those metrics when someone's still at Entrepreneur First. So what we've learned to do is look for the red flags in the things that won't change. And that, again, is, you know, the people and the team dynamic. So the things that would make me pull back from company, even when I really like the idea, are things like there's a tension between the two co-founders. There's clearly a misalignment of vision. They talk over each other. They interrupt each other. They say things that don't quite add up. Like, that's usually a red flag. This is hopefully an important meeting for them. If they can't be aligned in this meeting, how are they going to be aligned when, you know, they don't actually have to prep anything? So that would be the first thing. I think the second thing would be just whether it feels like they're telling me what they think I want to hear, or whether they're telling me what they feel they have to say. I think the best founders have no choice but to tell their story. Edge is so important to us. Edge means personal competitive advantage. We want each founder to be on edge for what they're building. And so it really worries me when I hear people say things. I'm like, do you mean that? Or do you think it's what I want to hear? I think when someone's passionate about an idea, when it's a problem that they've been thinking about for a long time, when they're plausibly actually the best person in the world to build this, what comes out is very natural, and usually there's things in it that
not everyone will agree with. I love that. I don't want to agree with everything a founder says. I want to hear the raw, authentic truth as they see it from where they sit. I'm not building the company, they are. So it doesn't matter if I don't agree with everything. The question I'm asking is this a plausible thesis? And is this person the right person to do it? One of the things I've learned at EF over the last decade is I'm not the one with the good ideas. I kind of feel I had one good idea ever with Alice, and that was building EF. The founders that we work with are way better than us at generating ideas. And that's because of this idea of edge, that they bring something that we don't. So one thing I've learned is to follow the founder, not the thesis. That said, I will try and put one idea out there, despite the fact that I think people should take it with a pinch of salt, which is, Mark Andreessen had this thesis for the last decade that software is eating the world. And I think that's very clearly turned out to be true. I would push that one stage further and say machine learning is eating the world. It's amazing to me how almost every problem, whether it's a software problem or actually a physical real world problem, there are ways of using machine learning to really transform how we solve problems. I'm particularly interested in the intersection of machine learning with lots of other physical real world activity. Machine learning meets manufacturing, machine learning meets biology, machine learning meets energy. It's hard, doing something where you've got a hard software problem and a hard real world problem. You're piling up challenges for yourself. But I think the next $1 trillion companies for me will come with this like atoms meets bits layer of the stack. And I think that's going to be a very exciting space to follow. Si jamais t'es super chaud pour rejoindre la prochaine cohorte, je te mets le lien en description de comment faire pour apply. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, pas même commandée par Entrepreneur First, ça a vraiment été juste une review spontanée de ma part parce que je pense qu'elle peut t'apporter de la valeur. Si cette vidéo t'a plu, il y a deux choses que tu peux faire. De 1, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Et de 2, je pense que cette vidéo va vachement t'intéresser. Vas-y, bye.